Bonjour messieurs, dames. Donc la conférence au sommet sur Picsou Magazine va commencer. Donc que les gens qui veulent bien m'interroger s'approchent. Vu que je suis tout seul, alors qu'en fait il y avait quelqu'un qui était prévu pour m'interroger, mais que visiblement il a autre chose à faire. Ah non, le voilà. Voici donc mon interrogateur. Voilà. Donc je vous présente. Bonsoir à tous. Excusez-moi, j'ai eu un mal fou à me garer, Pascal. Ah, je vous en prie. C'est vrai que votre voiture est très longue. Et donc on fait ça debout Non, on va s'asseoir parce que quand même on a un certain âge. Mais avant de commencer, je pense qu'il est bon de préciser certaines choses. Cette conférence sur Picsou, c'est pas une publicité déguisée pour Disney Hachette Presse. Ah non. Même si des bulletins d'abonnement pour Picsou Magazine sont disponibles à la sortie de la conférence. Donc nous n'avons pas reçu d'argent, c'est complètement bénévole. Un peu d'histoire peut-être maintenant. Alors Pascal, Picsou, quel univers fantastique. Alors déjà je remarque qu'on n'est pas vraiment centré sur la scène. Je ne sais pas si c'est pas gênant. Ça s'appelle gagner du temps. Alors, répète-moi ta question. Alors, Picsou, ça démarre en France en 1972, je me suis laissé dire. Oui, complètement, oui. Enfin, non. Mais non. Les prémices... J'ai pas le droit de répondre, en fait. Ah, je suis un vrai journaliste, vous savez. Dites-nous en plus. Non, en fait, Picsou ne commence pas en 72. En 72, c'est Picsou Magazine qui commence. Ah. Et Picsou, en fait, commence bien avant, d'abord dans un journal belge qui s'appelle Mickey Magazine. Un journal belge ? Oui. Et donc, il s'appelle pas Picsou, il s'appelle Oncle Edgar. Très bien. Enfin, voilà, quoi. Regardez le public, s'il vous plaît. Non, mais... après, on fait des vidéos à la demande, donc c'est important de regarder la caméra. C'est bien un peu de réviser ces informations avant d'interroger les gens qui font les choses. Comme je vous disais, je suis un vrai journaliste, mais avançons. Continuons. Donc, Picsou, ça démarre en 1972, le magazine Picsou, excusez-moi. Merci. Et Picsou, c'est un univers qui est quand même très très différent de celui de Mickey, non ? Ça, c'est des questions un peu éventail, quoi. C'est-à-dire, on ouvre le truc et puis en fait, on ne sait pas quoi répondre. Alors, il faut déjà savoir que Picsou, c'est donc, on va préciser l'univers géographique, en fait. Hein, oui, pourquoi pas. Même, bah oui. Parce qu'en fait, il y a deux villes. En fait, il y a Donaldville et Mickeyville. Oui. Voilà. Et donc, Picsou, forcément, c'est Donaldville, qui s'est d'ailleurs de temps en temps appelé Picsouville. Hein, voilà. Canardville, oui, bah, ça c'est dans la bande à Picsou. Voilà, mais bravo en tout cas pour votre esprit d'à propos. Et donc, voilà, donc je réponds déjà à cette question par cette réponse. D'accord. Ah, vous non, mais plus les sérieusement, journalistes écoutez, sont quand même Pascal, très agressifs alors... immédiatement. Hein, vous apercevez un peu du niveau. Mais oui, quoi. alors écoutez, enfin, baissons les armes. Ouais. Il fait peut-être un peu trop chaud sur ce plateau, j'avoue. Vous êtes le directeur de Picsou Magazine. Me trompe-je ? Non, oui. Encore une fois, vous avez des mauvaises informations. Non, mais... Moi, je suis rédacteur en chef. Il fait une chaleur ici. Ouais. Un Borel 100. Et donc, rédacteur en chef, c'est pas directeur. Voilà, c'est comme directeur, c'est pas président. Okay. Alors, vous avez précisé cela. Ça consiste à quoi votre travail exactement ? Eh ben, donc de diriger un magazine en fait. Donc rédacteur en chef, c'est diriger un magazine. D'accord. C'est-à-dire d'être, à la pointe d'une pyramide, mais qui est une petite pyramide dans une autre pyramide. Ah, eh bien ça me permet de rebondir sur les auteurs qui participent à Picsou. Oui. Beaucoup de gens citent souvent Karl Barks, je l'ai entendu... c'est une grosse référence pour la plupart des auteurs. Tout à fait. Donc, je précise tout de suite, il ne faut pas confondre, parce qu'en fait, souvent les gens confondent Karl Barks et Karl Marx. Et en fait, ça n'a rien à voir, en fait. Hein. Vous nous expliquerez les subtilités peut-être un peu plus tard entre ces deux personnages, mais Karl Barks, pourquoi influence-t-il autant de dessinateurs
Ah, non, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, avant Karl Barks, bon, la bande dessinée, c'était peut-être pas vraiment la bande dessinée. Et avec Karl Barks, on va dire que bon, c'est un auteur un petit peu au-delà de tous les autres, en fait. Qui ont fait le magazine Picsou, vous voulez dire, ou en général? Ah non, en général, en fait, je veux dire, Peut-être qu'on va se dire concentrer juste autour de Picsou, peut-être. Bah, on peut dire sur la bande dessinée internationale, c'est l'auteur qui a tout créé, en fait. Qui a permis, comment dire, à tous les autres de s'exprimer, en fait. Qui a défini un peu les limites de l'univers de... non, justement, il a défini les limites, en fait. Voilà. Il a pu tout faire, etc. Et puis, voilà. Le génie. Donc, je vais vous raconter très très vite fait la vie de Karl Barks, comme ça vous allez comprendre pourquoi, en fait, bon, ce mec-là est un mec vraiment au-delà des autres, en fait. Donc, alors, le mec, il naît en 1901. Donc, et il meurt en 2000. Donc en fait, en gros, voilà, il couvre tout le XXe siècle. Il naît dans une ferme, très isolé. À 15 ans, en fait, il a des problèmes d'oreille, donc en fait, il peut plus suivre d'études, aller à l'école. Donc en fait, il décide de plus voir de personne, quoi, en fait, en gros. Et il suit des cours de dessin par correspondance, voilà. Et donc, il se forme tout seul, machin, etc. Et puis en fait, au début des années 30, il y a Mickey, d'un seul coup, qui cartonne partout un peu dans le monde. Et puis, il y a Disney qui veut faire un dessin animé long métrage. C'est pour la première fois au monde, en couleur, sonorisé. Ça n'existait pas avant. Et puis, il décide de tenter sa chance. Et puis, il envoie un petit dossier à Walt Disney. Et puis, il est engagé sur le champ, quoi. Voilà. Donc après, en fait, il est engagé. Alors, il travaille sur différents... En fait, c'est un gagman, donc il fait des petits gags. Et puis, finalement, il va travailler sur une quarantaine de dessins animés de Donald. Et puis, à un moment, donc, il y a Walt Disney qui modernise ses studios en permanence, les bureaux, les machins, etc. Et puis, lui, il ne peut plus travailler parce qu'il a des problèmes respiratoires à cause de la climatisation. Donc la climatisation, en fait, c'est aussi pourri à l'époque qu'aujourd'hui. Et donc, du coup, il est obligé de démissionner, quoi. Et donc, il se retrouve à 42 ans son boulot. Et puis, qu'est-ce qu'il sait faire à part s'occuper des canards et de la volaille et tout ça. Et donc, il va monter, en fait, une petite entreprise d'élevage de poulets. Et puis, il fait faillite au bout de quelques mois, quoi. Et donc il n'a plus de boulot. Et puis à ce moment-là, en fait, il y a quelqu'un qui... les comics Disney commencent à devenir de plus en plus populaires. Et puis ils ont besoin de dessinateurs. Et donc il y a l'éditeur qui décide de l'appeler, etc. Et puis voilà, et en fait, il commence une nouvelle carrière à 42 ans. Et il devient dessinateur de canards, quoi. Voilà, donc ça c'est un peu le... Donc on arrive en fait... Quel parcours. Ah ouais, non, c'est les autodidactes américains qui sont souvent décrits dans la littérature, hein. C'est une époque dorée, quoi. Là, aujourd'hui, vous ne pourrez plus jamais faire ça. Enfin, voilà. Donc il va être engagé et il va commencer à créer le comics... alors, j'ai peut-être pas le nom exact. Alors, il commence à travailler dans Walt Disney Comics and Stories et Donald Duck, donc les comics... classique de canard, hein. Voilà. Mais pas sous son nom. Je crois que les auteurs sont jamais nommés à l'époque. C'est jamais nommé, en fait. C'était un temps béni. C'est Walt Disney présente. Voilà. Et non, il faudra attendre en fait dans la fin des années 50 pour que les premiers fans se manifestent et envoient des lettres à Walt Disney en fait pour demander mais qui c'est ce mec qui dessine mieux que les autres, quoi. Et en fait, Walt Disney très candidement dira en fait c'est Karl Barks et donneront même son adresse, en fait. Et donc les fans ont été le voir tranquillement et tout. Et puis voilà, le mythe a commencé à grandir à partir de là, quoi. Mais en 57, il faut dire qu'en fait pour revenir en gros, en 42 il fait sa première BD. Je crois qu'en 43 il est vraiment intégré chez Western Publishing, donc qui publie les comic books américains. Et à partir de ce moment-là, en fait, lui il est il est chargé en fait de faire les BD de Donald.
Et puis, c'est un cadre un petit peu, comment dire, cloisonné. C'est-à-dire que Donald, en fait, c'est surtout un personnage d'animation. Donc, c'est surtout un personnage déconnant. L'idée, en gros, c'est que il faut en gros quelques secondes à Donald pour qu'il s'énerve à fond, etc., etc. En bande dessinée, c'est un petit peu plus compliqué en fait d'animer un personnage comme ça. Et donc du coup, il va commencer à créer en fait un vrai univers autour de Donald. Donc il va créer Donaldville, donc déjà une structure géographique où pouvoir l'installer, quoi, enfin, etc. Et puis après, il va continuer à créer toute la galaxie autour de Donald, c'est-à-dire, on sait d'ailleurs par ailleurs qu'en fait, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on se demandait, on savait qu'en fait, Karl Barks avait participé à quelques strips de Donald dans les années 30, au moins en tant qu'idée, enfin, etc. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'il a même créé Riri Fifi Loulou. Alors, ce qui n'était pas donné, en fait, c'est pas une information qui était vraiment validée il y a 10 ans encore. Pardon, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en contradiction avec mes propos. C'est gentil. Non, c'est bien de finir toi-même si tu commences quelque chose. Enfin, excuse-moi. Hein. Pardon, ok, il a storyboardé le premier court-métrage avec Riri, Fifi et Loulou. Merci. Voilà, donc nous avons donc quelqu'un qui en fait est en contradiction et qui finalement est d'accord avec moi. Hein, voilà. Vous verrez que... Non, mais vous verrez que vous-même, vous serez à peu près dans ce même type de discours avec moi bientôt. Et bon, bref, donc on va continuer. Hein, donc voilà. Donc alors, bon, je n'ose pas nommer d'autres personnages parce que j'ai peur qu'il y ait d'autres contradicteurs. Alors, écoutez, avant de venir ici, je suis allé sur Wikipédia et j'ai vu qu'il y avait un fond de roulement de plus de 46 000 pages, je crois, des aventures avec les canards. Un fond complètement... 46 000 pages, je pense qu'on en est à beaucoup plus. Ah, mais beaucoup plus ou... À beaucoup plus. Parce que si on compte... Alors déjà, Karl Barks, il est à plus de 6 000 pages. Ouais, bon, on a encore un peu de place. Voilà. Si on prend des Italiens qui sont quand même vraiment des purs producteurs, un mec comme Romano Scalpa, il arrive à 20 000 pages. Un type comme Cavazzano, il dépasse les 30 000 pages. Donc, à mon avis, en fait, déjà, là, rien que... Ah, vous êtes en train de reconnaître qu'il y a plusieurs dessinateurs différents, alors. Ben oui. Ce qui m'amène à ma question suivante. Est-ce que les aventures de Picsou, Donald, Riri, Fifi et Loulou qui sont publiées en Europe, est-ce qu'elles voient le jour aussi aux États-Unis ou là-bas, ils les voient jamais, ces planches-là? Alors, question piège, comme vous vous en doutez. Alors oui, effectivement, maintenant, ils les voient depuis quelques années, parce qu'il y a un nouvel éditeur, là, qui est une espèce d'éditeur, comment dire, en fait, qui édite tout, quoi, qui s'appelle ITW, là, tout le monde est au courant. Donc il fait tout, hein, de la BD underground à la BD de production. Enfin bon, il a mis c'est une OPA en fait sur la bande dessinée aux États-Unis. Et donc en fait, il a repris les comic books de Walt Disney. Et il s'est même un peu inspiré de ce que se faisaient les comic books de super-héros. C'est-à-dire que maintenant, comme il n'a pas assez de lecteurs, par exemple, ils vont faire une couverture de Picsou avec 12 couvertures différentes. Alors comme ça, comme les fans, en fait, ils en achètent 12. Et donc du coup, même si on a 1000 lecteurs, ça fait 12 000 achats, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, en tout cas, dans ce comic book, en fait, maintenant, ils commencent à publier des BD Disney européennes, parce qu'aux États-Unis, ils n'en publient plus. Donc à un moment, ils en avaient ras-le-bol d'avoir les mêmes histoires toujours dans le même... voilà, enfin... D'accord. Mais alors, pourquoi autant de dessinateurs européens de Picsou? Pourquoi? Alors... Parce qu'il y a des Italiens, des Hollandais. Voilà, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, les Américains ont commencé à produire des comic books. Bon, il y avait les strips, les machins comme ça, etc. Et puis à un moment, cette BD est devenue tellement populaire qu'en fait, il n'y avait plus assez de dessinateurs aux États-Unis pour produire suffisamment pour satisfaire finalement tous les journaux en Europe.
Alors, du coup, bon, ben, que ce soit en Italie, enfin bon, c'est vraiment quasiment un phénomène pan-européen, on va dire. Dans pratiquement chaque pays, en fait, des studios se sont montés, des machins, etc. Et même, y compris en France, il y avait de la production de bandes dessinées Disney. Et évidemment, ces bandes dessinées étaient produites dans chaque pays en développant des personnalités propres à satisfaire les lecteurs de chaque pays, évidemment. Nationalisme. Ouais. On en est Logique. Donc, bon, moi, bon, c'est vrai que je suis d'origine espagnole et que les Italiens, je les tiens pas tellement dans mon cœur. Et bon, et forcément, par exemple, on va dire que Picsou, en fait, qui est à aucun moment malhonnête dans une seule histoire de Karl Barks. Enfin, si, dans une. Bon, mais dans toutes les BD italiennes, quasiment, il est malhonnête. Non, mais vous voulez dire que c'est une sorte de voleur? Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être malhonnête et pas du tout voleur. Alors, pas de politique, s'il vous plaît, Pascal. On va... C'est de l'économie. Donc, et alors, en Hollande, alors? Ils sont beaucoup plus malins, c'est quand même les diamantaires. Hein. Ah oui. Voilà. Et en France, en France, c'est de la bande dessinée un petit peu. Vous avez vu La Belle Équipe? Voilà. Si tous les gars du monde, ça c'est l'esprit français. Voilà. Et alors le gadget, qu'est-ce qui... Il y a un gadget dans Picsou Magazine. Pourquoi? Pour copier vos amis communistes de chez Pif? Vous n'êtes pas très très loin de l'affaire. Donc là, il faut se souvenir en fait d'une époque que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent évidemment pas. Les années 60, merveilleuses pour les amateurs de bande dessinée, où se battent les hebdomadaires les uns contre les autres. À l'époque, Pilote peut vendre 600 millions d'exemplaires par semaine, Mickey 500 000, etc., etc. Et d'un seul coup, au début des années 70, arrive un concurrent qui s'appelle Pif Gadget. Et là, qui fout bien le bordel, hein, on va dire. Le charivari. Et ça se traduit par exemple, ils font les poissoteurs, dont tout le monde peut se souvenir. Et là, c'est 2 millions d'exemplaires dans la semaine. C'est-à-dire qu'ils publient à 1 million et dans la semaine, ils sont obligés de retirer un autre million. Et ils vendent 2 millions par semaine. Donc je vous rappelle que l'eBay vend 13 000 maintenant. Voilà. Donc vous les vrais chiffres. Voilà. Donc vous imaginez un petit peu le phénomène, quoi. Enfin, donc là, les éditeurs sont... Des fortunes ont dû se bâtir à l'époque. Pardon ? Des fortunes ont dû se bâtir à l'époque. Des fortunes se sont bâties, effectivement, mais comme tout le monde le sait, l'argent a disparu. Et donc, à cette époque-là, le journal de Mickey est très énervé que Pif Gadget arrive comme ça et au débeauté et pique tous les lecteurs et décide de créer un journal, de réagir et de créer un journal avec un cadeau. Et donc, c'est à ce moment-là que Picsou Magazine arrive. Donc, alors, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, parce que, en fait, en gros, tout le monde pense que Picsou Magazine, le premier numéro, c'était avec le sous-fétiche. C'est le poisson, autocollant. Non, c'était un jeu, en fait, en carton, un peu pourri. Bon, voilà. Et en fait, c'est au numéro 2 qu'est arrivé le sous-fétiche. Voilà. Mais ça, c'était c'est toute une infrastructure. Je mettrai plusieurs jours à vous raconter exactement ce qui s'est passé, donc on va un peu aller plus rapidement. Et donc à ce moment-là, en fait, par contre, petite victoire quand même pour nous, c'est-à-dire que Picsou Magazine égratigne Pif Gadget. Eh oui. Et à partir de là, c'est la déchéance de ce magazine Pif Gadget, ouais. De Pif, ouais. Qui va mourir. Très très lentement, quoi. C'est-à-dire que Pif, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est un magazine assez intéressant à l'époque. Mais malgré tout, les BD de Pif, par exemple, ne s'inscrivent pas du tout dans la vie réelle. Donc, par exemple,
Picsou, lui, il habite dans une vraie ville. Il y a des vrais gens, il y a des vrais habitats, il y a des clivages sociaux, il y a énormément de choses. Et dans Pif, alors qu'ils sont quand même d'obédience, on va dire, communiste, il n'y a pas du tout ça. C'est quand même particulier. Donc forcément, le lectorat, petit à petit, va s'amenuiser. Hein. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des contradicteurs par rapport à ce que je dis, mais ils sont tout à fait bienvenus. Non, on dirait que ça va. Voilà. Merci. Alors, par contre, oui, ce que j'ai tenu à dire, enfin bon, vous étiez très peu nombreux, mais vous pouvez intervenir quand vous voulez. Hein. Vous voulez dire que Pif est plus lu par les garçons que... Ah d'accord. Et que les filles préfèrent Picsou. Mais non, mais ça alors là, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. C'est-à-dire que s'il y a bien une BD qui est pas sexiste, c'est Picsou. Hein. Ça. Mais en fait, les gens refusent de le remarquer. En fait, oui, ça c'était dans Pif. Non, dans Pif c'était Totoche. Voilà, ouais. Mais ça, c'est la conférence de demain, par contre. C'est celle de l'année prochaine, en fait. Hein. Bien, alors je crois qu'on a pas mal survolé le sujet, mais j'ai encore quelques questions sur les dessinateurs, parce qu'après, Karl Barks a un succès complètement fou, et celui qui a un succès complètement fou aujourd'hui, c'est... c'est Don Rosa. C'est Don Rosa. Voilà. Et Don Rosa, je sais qu'il n'est pas aimé de tous, notamment de moi. Eh bien, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à Karl Barks et à beaucoup d'autres dessinateurs Disney, en fait, Don Rosa n'est pas un dessinateur qu'on pourrait qualifier de naturel. Voilà. C'est pas un type, par exemple, qui va prendre son crayon et faire un truc comme ça, puis d'un seul coup, ça va être génial. Il a un peu de mal. Mais par contre, c'est un type, en fait, c'est un collectionneur de comic book. Et c'est un type, au départ, en fait, il connaît mieux que quiconque les bandes dessinées de Karl Barks. Et donc, il va faire une synthèse un petit peu de toutes les BD de Karl Barks. Et il va créer un petit peu son univers comme ça, en fait, en dessinant les BD que finalement les fans auraient aimé pouvoir lire à la suite des histoires qu'ils avaient découvertes de Karl Barks, on va dire. Voilà, pour faire vite. Hein. Et donc du coup, il fait quelque chose qui s'appelle la jeunesse de Picsou, que vous devez sans doute connaître, et qui, là en fait, il relit les 6000 pages de BD de Karl Barks, et il repère toutes les petites dates qui sont lâchées un petit peu à droite à gauche. Alors de temps en temps, il y a Karl Barks dans une case de Picsou, il va dire tiens, en 1905 j'ai fait ci, en 1880 j'ai fait ça, machin, etc. Et du coup, il va essayer de dresser une espèce de chronologie de la vie de Picsou par rapport à Karl Barks. Et par rapport à ça, il va imaginer toute la jeunesse de Picsou avant que Picsou apparaisse au lecteur, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Picsou en fait apparaît au lecteur. En fait, c'est-à-dire que Picsou, en fait, ce qui est compliqué, c'est de comprendre en fait un peu sa chronologie, sachant qu'en fait, c'est un type qui est toujours vivant. Et Don Rosa en fait a calculé qu'il était né en 1867. Donc, ce qui fait qu'il a 150 ans aujourd'hui. Or, on s'aperçoit que par exemple, il y a la bande à Picsou qui vient de ressortir aux États-Unis et qui va ressortir bientôt chez nous avec Picsou. Et là, Picsou, en fait, il a un téléphone portable. Sous-entendu qu'il est encore vivant aujourd'hui. Et donc, il a 150 ans. Alors, évidemment, certains me diront, oui, mais c'est pas un humain. Ça, vous pouvez pas le dire. Donc, moi, je connais le secret. Pourquoi, en fait, il peut être encore vivant? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Greffe. Bouche bée. C'est pour ça que je suis rédacteur en chef. Eh bien, parce que, tout simplement, Picsou, dans les années 60, a découvert la fontaine de Jouvence. Donc, là, je vois les becs quoi, là.
Bah, vous pouvez faire sortir cet individu là qui a toujours quelque chose à dire mais qui va pas au bout des choses. Hein, il va se faire remarquer. Bon. Bah, il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose. La fontaine de Jouvence, alors. Voilà, la fontaine de Jouvence. Donc c'est un truc, il se plonge dedans et en fait du coup, ça le rend éternel. Et bon, c'est un truc, je sais pas si vous connaissez la fontaine de Jouvence, le concept et tout ça, quoi. Peut-être vous pouvez expliquer à nos plus jeunes lecteurs. Ouais, voilà. Donc alors la fontaine de Jouvence, c'est une espèce de truc, c'est de l'eau, hein. C'est rien de spécial. Hein. Mais en fait, quand on se plonge dedans, en fait, on peut vivre beaucoup plus longtemps qu'on pourrait vivre, en fait. Merci. Voilà. Et maintenant, peut-être un petit mot sur la corne d'abondance. Non, ça... Alors. Parce que je crois qu'on la croise assez régulièrement dans les BD de Picsou et de Donald, cette corne d'abondance. Alors, voilà. Non, c'est vrai que ça peut exister, mais en fait, c'est tout à fait en dehors de l'état d'esprit de Picsou. Parce que la corde d'abondance, en fait, c'est une espèce de truc qu'on a tous ancré en nous. C'est pourquoi, par exemple, on va jouer au jeu d'argent. C'est le concept de la corne d'abondance. Le concept de Picsou, c'est le travail, monsieur. Alors, j'ai relu quelques petits Mickey Parade, spécialement ceux avec les aventures de Picsou, Donald et ses neveux. Et il y a une certaine dureté de la réalité dans ces récits, avec quelqu'un qui n'arrive pas à payer son loyer, qui bat ses enfants, qui n'arrive pas à se nourrir, avec un... Alors, je vous arrête immédiatement. Qui est vraiment communiste dans cette histoire ? Non, je vous arrête immédiatement. Déjà, il ne bat jamais ses enfants. Ah, il bat ses neveux, oui. Non. Il leur court après pour essayer de les battre. C'est pas vrai. Il n'arrive jamais à les rattraper. Il y a au moins 3 ou 4 albums où ils sont en train de revenir, en train de se tenir les fesses. Et il y a des petites étoiles qui sortent des fesses. Alors, s'il les a pas battus, vous me dites ce qu'il leur a fait. Hein. Vous ne verrez jamais aucune case où il les bat vraiment, en fait. Oui. C'est subliminal. C'est ce que Godard appelle 1 + 1 = 3, monsieur. C'est l'ellipse. Non, alors déjà, c'est 1 + 2 = 4, non, c'est pas ça? Je crois que c'est 1 + 1 = 3. 1 + 1 = 4. Ouais. Je suis pas sûr, mais en fait. Il y a 4, je crois. Je me rappelle plus, je l'ai lu il y a 10 minutes, alors. Ouais. Mais il faut arrêter de vous informer. Oui, donc il y a quand même une Wikipédia. certaine... ça traite beaucoup de la réalité du... Alors, oui, parce qu'en fait, c'est dû à l'origine de la création de la bande dessinée. Donc en Italie, ils ont perdu la guerre. Hein. Et pas qu'une fois. Et pas qu'une fois. Et en fait, donc du coup, la reconstruction se fait beaucoup moins facilement, on va dire, en fait, que dans d'autres pays. Pourtant, il y a de très bons maçons là-bas. Il faut savoir qu'il y a le plan Marshall qui s'installe. Et donc, le plan Marshall, en fait, c'est l'idée de l'Amérique qui va reconstruire l'Europe et se faire plein de pognon derrière. Et voilà. Quoi ? Il était temps que quelqu'un dénonce le plan Marshall. Voilà. Du coup, la réalité des choses, c'est que, par exemple, notamment en Italie, pays de vaincus, ça arrive un petit peu plus tard, mais que néanmoins, les gens qui vont produire de la bande dessinée là-bas, vivent dans une société qui est un petit peu plus difficile, qui se construit un petit peu plus difficilement. Ça les soulage un petit peu, mais c'est surtout qu'ils sont malgré tout influencés par tous les canaux de diffusion américains qui diffusent énormément de films. À l'époque, c'est quand même l'âge d'or hollywoodien, etc. Et qui sont très marqués par ça. Donc il y a une ambivalence. Voilà. Bon. Je ne sais pas si je peux aller plus loin. Non, c'est bon. Et, encore un autre personnage ambigu, peut-être avant de finir. Je ne suis pas sûr que ce soit son cousin, c'est Gontran. Gontran Bonheur. Quel casse-bonbon celui-là. Comment ça se fait qu'il s'est jamais réellement débarrassé de lui? Ou pourquoi Daisy n'arrive pas à se décider pour l'un ou pour l'autre? Alors là, ce qui est important, c'est là où on rentre au fond de la création de Karl Barks, qui est le triolisme. Donc la grande idée de Karl Barks, c'est en fait une bande dessinée à 2 personnages, c'est chiant en fait. Le bon, le méchant, le machin, etc. Ça va pas très très loin. Et d'ailleurs, comme il n'y a pas obéi, en fait, il a duré très longtemps. Et donc le triolisme permet en fait d'avoir toujours un petit truc comme ça.
Chacun sait, par exemple, dans la relation avec Gontran, chacun sait que Daisy est réellement amoureuse de Donald et pas de Gontran. Toutefois, Daisy ne voudrait jamais, par exemple, se marier avec Donald parce qu'elle sait très très bien que Donald, le jour où elle va se marier avec lui, ne fera plus aucun effort pour la séduire. Et voilà. Et donc, du coup, il y a une espèce de besoin d'un troisième personnage pour foutre un peu le bordel dans la relation et susciter tout le temps l'intérêt de Donald. Eh, mesdames, c'est une vraie leçon de séduction, non? Bon, enfin... Des conférences à 3, ça pourrait être pas mal, ça. Ah. C'est ce qui était prévu. Alors, peut-être un aspect peut-être un peu moins reluisant de toute cette affaire, c'est la multiplication des publications dernièrement qu'on a pu observer. Super Picsou géant, les trésors de Picsou, la jeunesse à Picsou, Picsou va en vacances. Enfin, ah oui, il faut faire du pognon. Ah, c'est juste ça? Non. Faut me rassurer. Non, c'est... Il y a tellement de choses. Est-ce que vous avez le droit d'en parler d'abord, Pascal? Ben, finalement, j'ai le droit d'en parler parce que voilà, je suis français, donc j'ai le droit de parler de tout. Hein. Non, c'est-à-dire qu'au départ, il y a un magazine qui s'appelle Picsou Magazine, qui crée lui-même un hors-série qui s'appelle Super Picsou Géant, qui devient un journal par la suite. Donc l'idée des hors-séries, ça a toujours existé. En fait, Mickey Parade était un hors-série de journal de Mickey. Et on a vécu un âge d'or, hein, on va dire, dans Picsou Magazine, où on vendait énormément. Et en fait, donc, ça a suscité comment dire, certains intérêts auprès des éditeurs de créer des hors-séries, voilà, pour vendre encore plus, quoi. D'accord, ça semble logique. Voilà. Mais après, il y a le retour du bâton, c'est-à-dire que maintenant, les gens, ils achètent les hors-séries, ils n'achètent plus le journal originel. Voilà, exactement. On va dire. Quoi. Voilà. Donc, une solution qui a créé un problème, finalement. Exactement. Vous voulez rajouter quelque chose, peut-être? Non, pas précisément, mais non, en fait, moi j'aimerais bien qu'on me pose des questions et éventuellement susciter l'intérêt des gens qui nous écoutent, quoi. Avez-vous des questions? À part l'individu là, au fond là, un mec pas payé. Voilà. Ah, voilà. Ah, tout de suite. Alors, en termes de vente, qu'est-ce que alors en France, alors je suis pas hyper calé là-dessus. Oh. Non. Vous avez les chiffres, c'est bon, je le sais moi. Non. Même moi, je voulais que j'aille voir sur l'internet. Il me semble que Picsou Magazine, mais je peux. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, on me file des tableaux que je comprends pas forcément toujours en fait. Voilà. Mais je crois qu'en fait, Picsou, on doit être aux alentours de 80-90 000 exemplaires. Tirage ou vendu? Non, exemplaires. Vendus. Ok. Sur les trésors de Picsou, ça doit être, ça tourne, ça, trésors de Picsou, c'est aux alentours de 100 000 exemplaires. Super Picsou Géant, c'est le magazine pour enfants en fait qui vend le plus en kiosque. Et donc lui, on fait des courbes qui doivent monter à 130, 140 000 par exemple en été. Et puis, moi je suis assez content en fait parce que dernièrement on a sorti un truc qui est une espèce de Madeleine de Proust pour moi-même, qui est Fantomiald. Et en fait on l'a installé avec un petit tirage et puis en fait le deuxième numéro a mieux vendu que le premier, le troisième semble mieux vendre que le deuxième et tout ça. Et puis en fait là on s'installe à 50 000 exemplaires. Voilà. Ouais. Enfin le canard se porte bien en France quoi et voilà. C'est un des rares. Un des rares canards. Ouais. Vous avez enterré de chaud, c'est ça? Hein? Vous avez enterré de chaud? Ils n'avaient pas trop de canards. Hein. Enfin. Quoi? Chaud. Ah, le canard, d'accord, ok, on s'est mal compris. Et par contre, on vous voit très rarement sur l'internet. Comment ça se fait? Ah Vous avez fait le choix de ne pas prendre le tournant du numérique? On s'est dit que comme tout le monde le faisait, on allait faire l'impasse et en se disant que les gens nous remarqueraient parce qu'on faisait justement l'impasse. Je l'ai remarqué. Mais c'est vrai que c'est une stratégie que j'ai l'impression qui est un peu ratée, mais bon. Oui, non, c'est vrai, oui. Oui. Oui, non, c'est vrai. Alors comment ça se fait qu'un magazine qui vende autant paye aussi peu ses employés?
Je suis... Et... pas... Ouais. Non, je pense qu'on paye au juste prix, en fait. C'est en fonction du talent, j'imagine. C'est en fonction des réclamations. Bon. Ben, moi, je sais pas quoi vous raconter. On me demande si je veux rajouter un truc, mais moi, je veux bien rajouter. Vous voulez que je rajoute des trucs, en fait Alors, j'ai rencontré Karl Barth, j'ai rencontré Don Rosa, j'ai rencontré Cavazzano. Enfin, oui, bon, je vais vous raconter. Donc, voilà. Ouais, moi, donc en 94, il y a Karl Barth qui arrive en France, en fait, il fait un tour d'Europe pour les. Alors à l'époque, c'était les 60 ans de Donald. Donc il y a un tour d'Europe qui est organisé pour Karl Barth. Il va visiter toutes les capitales d'Europe et puis les rédactions, etc. Alors c'est organisé en gros par Egmont et donc tous les Scandinaves, les Allemands, les Danois qui sont très très passionnés de canards. Et donc on a la chance de le recevoir en premier en France. C'est-à-dire, bon, il atterrit en France. Et donc il y a une galerie à Paris qui expose quelques originaux et des sérigraphies, etc. Donc bon, il se présente là-bas et tout ça, je le rencontre là-bas. Et le lendemain, en fait, on a la chance de pouvoir déjeuner avec lui à Disneyland au château de la Belle au Bois dormant. Hier. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Et donc carte magique, les serveuses habillées en... Bon, enfin voilà. Et etc. Et ben en Belle au Bois dormant, quoi. Enfin en serviteuse de la Belle au Bois dormant. Et donc à partir de là, nous on était 4 avec Karl Barth. Et donc c'était en juin 94. Et là il y a une canicule un petit peu phénoménale. Vous pourrez vérifier sur Wikipédia. Donc. Et qui s'installe. Il fait très très chaud. Et bon, même dans le château et tout ça. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà visité les châteaux, souvent il fait froid. Et du coup, en fait, on se retrouve à déjeuner avec Karl Barth. Et là, c'était un déjeuner merveilleux. Et alors, ça commence... bon, moi, j'aime bien le bon vin et tout ça. Et donc, j'avais vu qu'il y avait à la carte, il y avait du Mentou Salon, un vin un peu minéral que j'adore. Quelle mémoire! Ah oui. Et donc, il existait en blanc, en rosé, en rouge. Moi, j'avoue que j'aime pas tellement le blanc parce qu'en fait, ça m'excite. Non, mais autant raconter les choses. Et donc, parce que en fait, ça m'excite un peu et après, je suis un peu quoi. Bon, bref. Donc, je décide de faire 2 poids, 1 mesure et donc je prends le rosé. Un vin que j'aime pas beaucoup, mais bon, voilà. Je le prends quand même parce qu'il faisait quand même très chaud, quoi. Et quand il fait très chaud, le rouge, tu sais bien que voilà, c'est un peu le cauchemar. Même quand il fait pas chaud, d'ailleurs. Voilà. Et tout en me disant que si je commençais avec le même vin en rosé, je pourrais continuer au rouge. Bon, bref. Ouais. Donc Karl Barth, sur ses entrefaits, était là avec nous quand même. Hein. Et donc, il voit la bouteille. Et lui, donc, il avait 94 ans quand même à l'époque. Hein, et il était accompagné par, on va dire... des gens un petit peu pixouillants, on va dire, très épris d'argent, etc. Et donc, ils voyaient en lui une espèce de billet sur pattes. Et donc, le brave Barth, en fait, avait droit, par contrat, en fait, hein, carrément, à un garde du corps, bon, qui était un peu superfétatoire, vu que personne ne savait qui c'était, le pauvre. Enfin, à moins, sauf que peut-être que des gens avaient confondu avec Karl Marx. Bah oui. Bien, oui, c'était pour ça. Ben non, mais c'est voilà. Tu sais, alors, mais qu'est-ce qui se passe alors Qu'est-ce qui va se passer? Et donc sur ces entrefaits, bon, il y a Karl Barth. Donc j'essaie de bien prononcer le B. Plus que 5 minutes. Ah merde. Donc Karl Barth en fait voit le pinard qu'on boit et dit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, je lui dis, en fait, je lui raconte l'histoire, la minéralité, que voilà, nan. Et sur ses entrefaits, hop, il regarde ce truc, il regarde ses gardes du corps, et il dit, je veux ça.
donc il a eu ça. Les gardes du corps vous ont pris votre bouteille? Non. Et donc le garde du corps a été commandé une deuxième bouteille. Et donc on a bu avec lui et le rosé et le rouge, etc. On a passé un moment phénoménal à se remémorer ses histoires. Il racontait plein d'anecdotes, c'était génial. Et à la fin, les choses vont de fil en aiguille, quoi, évidemment. Être un petit peu chaud. Et voilà, il était un peu bourré, quoi. Ah. Et il vaut mieux être bourré à 20 ans qu'à 94 ans. Et voilà. Et donc, du coup, les gens du parc Disneyland, Euro Disney, à l'époque, ça s'appelait, donc ont été obligés, en fait, de l'installer dans une chambre d'hôtel, sûrement au Disneyland Hotel Paris Resort, Euro Disneyland, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et il a dû faire une sieste. Malheureusement, en fait, on lui avait prévu autre chose. On lui avait prévu, en fait, le char des gloires Disney. Donc, parce que je ne sais pas si vous avez déjà été à Disneyland. En fait, il y a une grande parade Disney qui est assez phénoménale avec, c'est la fête, etc. Et en fait, quand il y a une gloire, quelqu'un d'important ayant participé à la glorification de Disney, qui est sur le parc, en fait, donc ils sortent un char un peu inhabituel, qui est le char des gloires Disney. Donc c'est une espèce de grand trône avec plein d'escaliers autour, etc. Et puis les personnages un peu standards, donc Mickey, Donald, etc., qui dansent autour, quoi. Et donc, de mémoire, la parade, je crois que c'est tous les jours à 4 heures ou à 5 heures, un truc comme ça, ou entre 4 et 5 heures. Bon, voilà. Vous pourrez vérifier. Hein. Pardon ? À 4... Ah bah là, oui. Puis il sera pas là, mais bon. Et du coup, pour la première fois de l'histoire de Disneyland, en fait, ils ont dû décaler l'heure de la parade. Et voilà. Mais il n'y a pas un truc avec les serviteuses à un moment donné? Il y a pas... Non, mais bon. J'espère qu'en tout cas, la prochaine fois que vous boirez du Mentos Salon, vous penserez à ça, quoi. Donc, gros scandale, j'imagine. Scandale intérieur, mais c'est surtout gros affolement, en fait. Gros affolement, panique auprès des visiteurs, parce que les visiteurs sont tous au courant, donc ils se groupent tous à 5 heures. Ou à 4 heures, je ne sais plus, là, vous vérifierez. Voilà, et en fait, à 6h30, il n'y a toujours personne, quoi. Quelle vie, quelle vie, quelle vie. Et est-ce que vous en avez une un peu plus croustillante? Alors, avec peut-être Don Rosa, peut-être. Elle était finie, excusez-moi, pardon. Ah oui, avec Don Rosa, donc. Ouais. Avec Don Rosa, en fait, moi j'ai... Faut rappeler qu'il vient du Kentucky. Hein. Voilà, Louisville, Kentucky. Donc, en gros, pour ceux qui ne savent pas, le trou du cul du monde. Hein, voilà. Le Corn Belt américain, pour les chercheurs. Hein, voilà. Donc, j'imagine une vie un petit peu difficile. Mais peut-être un peu... peut-être un peu moins suisse, un tout petit peu plus... Pardon ? L'anecdote un tout petit peu plus resserrée. Comme ça, peut-être qu'on pourra en avoir une troisième, mais... Alors, avec Don Rosa, qu'est-ce que je pourrais raconter comme un truc au restaurant, peut-être. Alors, on va à Disneyland. Non, je me souviens d'un truc avec Don Rosa au niveau des menus. Non, mais là, c'est à l'époque. Donc, maintenant, en fait, moi, je suis plus vraiment l'éditeur Don Rosa, c'est plutôt Glénat. Et la première fois qu'il est venu en France, donc, il a été invité dans une brasserie autour de Montparnasse, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas faire de publicité gratuite. Enfin, à moins que le restaurant nous offre un repas gracieux après cette petite discussion. Et non. Bon, donc vous arrivez au restaurant. Donc. Voilà, nous arrivons au restaurant. Ouais. Et, la carte des vins. Voilà.
Non, là, il commande un plateau de fruits de mer, mais j'avais... Non. Ouais. Et je n'avais jamais vu un plateau de fruits de mer de cette dimension. Alors là, maintenant, je voudrais savoir le nom de la brasserie, par contre. Non, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait eu donc un plateau pour 2 personnes, pour lui tout seul. Donc, et une autre anecdote, alors peut-être. non, parce qu'en fait, c'est une anecdote, donc il faut quand même aller au bout de l'anecdote. Oui, non, mais je croyais que c'était ça, excusez-moi. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, c'est des plateaux qui font, comment dire, une certaine dimension et qu'il faut manger, en fait. Donc, c'est 2 raisons pour lesquelles, en fait, c'est un peu disgracieux d'avoir une discussion avec quelqu'un qui donc commande le plus grand plateau du monde et donc on le voit pas et qui ne fait que manger, donc on ne discute pas, quoi. Bon, voilà, c'était un peu mon anecdote. Ça ressemble tout à fait à l'idée qu'on se fait de cet ignoble personnage. Non, en fait, c'est un personnage un peu solitaire. Oui, bah, ça, c'est quasiment tous les... Et comme tout personnage solitaire, il a besoin d'amour. Oui, d'accord. Et de fruits de mer. Et de fruits de mer. Je crois que c'était un peu le mot de la fin. Ou... Non, juste on continue, c'était la première encore partie. 2 minutes. Est-ce que bon, là, on a parlé de Karl Barks, de Don Rosa. Est-ce qu'il y en aurait un aussi important que ces 2-là en termes de popularité? Un 3e? Vous voyez ce que je veux dire? Un 3e? Un grain de sel? Non, mais alors, bon, déjà, sable. il faut remettre le classement à son juste, comment dire, évaluation, quoi. Ouais. Bon, il y a Karl Barks, Ouais. et ensuite, il y a les autres. D'accord. Voilà. Et donc, chez les autres, on peut éventuellement faire un classement. Ah oui, très bien. Voilà, alors, merci. faisons-le, tiens. Mais on peut pas mettre Karl Barks et Don Rosa au même endroit. Excusez-moi, mais en termes de vente et de popularité, je suis désolé. Mais... On va dire, voilà, bon. Alors, Picsou. Il n'y a pas besoin de faire de... Bah si. Comme ça, moi j'ai les chiffres. Picsou, le mec. Donc, le mec n'était pas d'accord, mais bon, enfin bon. Donc, le Picsou, Karl Barks, il crée donc Picsou, il crée Riri Fifi Loulou, Mystique, les Raptous, Gontran, Donaldville, j'en passais des meilleurs, etc. Gus, n'oublions pas Gus. Voilà, et Don Rosa crée, il crée un personnage, voilà, le Chevalier Noir. Ah ouais. Et tout ça pour se foutre de la gueule des Français, parce que le Chevalier Noir, là, en fait, devient est insupportable. Et français. Eh oui. Et donc là, d'un seul coup, c'est une espèce de type à côté. En fait, Gontran est même sympathique. Ah bah dites donc. Voilà. C'est-à-dire le Chevalier Noir, si tu veux, dans son... C'est-à-dire c'est une identité secrète, évidemment. Tu vois Pardon En fait, il s'appelle... alors, bon, il y a plusieurs... Bon, suivant... En fait, c'est-à-dire il faut pouvoir bien le prononcer. Il s'appelle j'étais le seul à pas avoir compris. Arsène Lupin, ou... Enfin, bref, tu vois, ce genre de nom qui est hérité de Arsène Lupin. Oui, voilà. d'accord. Et donc, du coup, c'est l'occasion vraiment de se moquer des Français. Là, donc, oui, bon. d'accord. Ah oui. Voilà. D'accord. Ils nous aiment pas, en fait. Ils n'aiment pas les Français, je veux dire. Parce qu'il n'y a pas que des Français dans la salle. Ou qu'il avait rencontré. Je suis pas Don Rosa. Oui, c'est pas à mais moi de répondre à ça. À sa façon de manger. Et comment il était avec le serveur, par exemple? Est-ce qu'il a demandé de manière un petit peu abrupte, poliment? Bah, il est à l'américaine, quoi. Vous avez déjà été aux États-Unis, Francky? Oui, bien sûr, mais pas d'amalgame. Hein, on est d'accord, pas d'amalgame. Bon. Alors, ce chevalier noir, non mais là, il va falloir y aller, par contre. Mais le chevalier, ça me dit rien, moi. Comment ça se fait? Le chevalier noir, donc, parce que vous le connaissez peut-être sous le nom anglais de Black Knight. Je parle anglais. Enfin, un peu. Voilà. Et voilà. Et donc, c'est juste un nouveau membre de la famille Donald? Il y a un chevalier noir qui... C'est un type qui arrive à Donaldville, qui débarque avec tous les oripeaux, français, mais vu par un Américain. Putain, quoi. mais je suis pas du tout au courant, c'est quand même bizarre. Wikipédia n'en parle peut-être pas. Bon. Alors, mais on n'est pas obligé de parler tout le temps de Don Rosa. Non, mais c'est parce que c'est vrai que moi, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur. Ok. Puis aujourd'hui, c'est le plus populaire des dessinateurs de Donald. Oui, mais il devient vintage.
Ça fait longtemps qu'il n'a pas travaillé. Et donc, il a créé en fait une nouvelle forme de fanatisation, on va dire, du personnage de Picsou. C'est évident. Mais en fait, tous ceux qui ont été fanatisés et qui n'ont pas réussi en fait, à faire un petit peu de ménage dans leur tête, ils se retrouvent un peu vieux parce que c'est dans les années 90, début 2000 et tout ça. Et en fait, les enfants, maintenant, aujourd'hui, en fait, ils préfèrent Karl Barks à Don Rosa. Hein. Ah, ben vous me rassurez. Et voilà. Eh bien, je crois qu'on va terminer là-dessus. Les choses sont revenues à la normale. Est-ce que vous avez déjà rencontré Walt Disney? Un petit peu dans mes rêves. Bon, eh bien, nous terminons là-dessus dans ce cas. Bon, très bien. Sur ce rêve. Ah, pas de questions. Si vous avez des questions, ah, très bien. Monsieur, approchez. Qu'est-ce que vous allez mettre dans le 7e numéro consacré à la jeunesse de Picsou? Vous avez annoncé un 7e numéro, il va y en avoir 5. Oui, alors non, oui. Alors je vois, c'est une question immédiatement très très pointue et tout à fait polémique. Je reconnais tout de suite le fond du regard du monsieur, même s'il n'est pas éclairé. Alors, Vous avez les premiers numéros de Picsou Magazine. muy bien. Alors en fait, non. Non, ce qui s'est passé, c'est que donc on a republié la jeunesse de Picsou, donc il fait 12 épisodes, et on s'était dit bon ben voilà, on va faire 2 épisodes par numéro, et on va complémenter avec un petit peu en remettant les histoires de Barks qui ont influencé ces épisodes et tout ça, etc. Et au moment d'arriver à l'épisode, donc je crois que c'est l'épisode 7 qui se passe dans le Yukon, on s'est dit mais non, bah là c'est pas possible, en fait il y a trop à raconter parce que c'est alors pour ceux qui ne sont pas spécialistes de Picsou. En fait, Picsou, c'est un pauvre mec, etc. C'est un jeune mec qui part en Amérique pour faire fortune. Il fait des ruées vers l'or. Et puis à un moment, il trouve une pépite en or qui est le début de sa fortune, on va dire. Et donc, voilà, c'est l'épiphanie de sa carrière, en fait. Et donc, on pouvait difficilement en fait, traiter cet épisode à l'égal des autres épisodes, en fait. Sachant que même Don Rosa avait fait plusieurs épisodes qui faisaient chacun 30 pages. Entre l'épisode de la jeunesse de Picsou et les 3 épisodes annexes, on arrivait à plus de 120 pages. Et les trésors, ils font 240 pages. Donc déjà, en fait, on débordait complètement. Il n'y avait plus de développement rédactionnel et tout ça. Et puis après, donc, du coup, je me suis dit, mais merde, on déborde et tout ça. Et du coup, on a décidé de faire un 5e volume, pardon. 4e, bon, je perds un peu la mémoire, mais 5e volume, voilà, en fait, entièrement dévolu au Yukon, à la ruée vers l'or. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que c'est pas juste des épisodes qui ont été racontés par Karl Barks et Don Rosa. C'est des choses, en fait, comme c'est effectivement le point d'orgue de la fortune de Picsou, plein d'autres dessinateurs s'en sont emparés aussi et ont fait d'autres interprétations. Et du coup, je me suis dit, voilà, il fallait faire un volume supplémentaire uniquement consacré au Yukon, au Klondike, et à la ruée vers l'or. Voilà. C'est dommage, on avait une belle fin tout à l'heure. Et donc je vous propose de continuer peut-être cette discussion au bar. Oui. Que tous les deux. Non, pour aller. Ouais. Non, mais c'est vrai, le non, Yukon... mais c'est l'objet aussi des questions et les gens ont envie de savoir. Bien et sûr, bon, bien sûr, c'est normal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'on prévoit des fois des choses et puis des fois il y a des accidents. C'est comme qu'on. C'est comme dans la vie. Quoi. Et voilà. On terminera là-dessus. C'est